Toujours plus d'entreprises et de banques en Chine ne parviennent pas à payer leurs dettes et intérêts de plusieurs millions de dollars. Sont-elles trop grandes pour faire faillite? Un Chinois détenteur d'une green card américaine croit fièrement que la Chine est en train de dévaster les États-Unis. Il a obtenu son titre en sociologie en étudiant dans une université américaine. Un grave accident de la route dans le nord de la Chine. Plus de 40 véhicules sont entrés en collision, dont un camion-citerne de 34 tonnes qui transportait du méthanol. Plus de 10 voitures ont pris feu. Les médias publics chinois ont versé des millions de dollars aux médias américains pour diffuser du contenu pro-Pékin. Certains d'entre eux ont cessé ces diffusions au début de l'année. Les 3 pays ont rejoint l'initiative Clean Network, ce qui fait que le nombre total de pays membres dépasse les 50. Cette initiative vise à exclure les entreprises chinoises des réseaux 5G dans le monde entier. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Les entreprises publiques chinoises se retrouvent l'une après l'autre en défaut de paiement. Dans le même temps, le gouvernement américain intensifie ses efforts pour exclure les entreprises chinoises qui ne répondent pas aux exigences américaines en matière d'audit. Les défauts de paiement des entreprises ne sont pas une nouveauté en Chine, mais ce qui est nouveau en 2020, c'est que la quasi-totalité des défauts de paiement des entreprises de cette année proviennent de grandes entités, notamment celles qui prétendent être trop grandes pour faire faillite. Les entreprises chinoises des secteurs de la banque, de la haute technologie, de l'énergie et de l'immobilier auraient été défaillantes en novembre 2020. Le 13 novembre 2020, la banque chinoise Baoshang a officiellement annoncé que sa dette de 980 millions de dollars en capital tiers était définitivement annulée. L'annonce a été faite suite à la liquidation officielle du capital de la banque Baoshang par la banque centrale chinoise, confirmant que la banque est gravement insolvable et ne peut pas survivre. Cette annulation signifie également que les investisseurs perdront complètement leurs fonds d'investissement. Il s'agit d'une mesure sans précédent dans l'histoire des banques commerciales chinoises. Mais ce ne sont pas seulement les entreprises privées qui sont confrontées aux problèmes financiers. Les entreprises d'État chinoises sont également concernées. Yangcheng Coal est une entreprise publique de notation de crédit. Elle a elle aussi annoncé ces dernières semaines qu'elle ne pourrait pas rembourser ses 153 millions de dollars d'obligations en raison de problèmes de trésorerie. Aujourd'hui, Yangcheng Coal se défend pour obtenir une prolongation de sa dette. La proposition d'extension doit être approuvée par tous les investisseurs avant qu'elle ne puisse prendre effet. Mais les investisseurs ont décidé de ne pas autoriser l'extension. Ils affirment que Yangcheng a malicieusement omis de faire preuve de diligence et de payer les dettes. En effet, juste avant l'annonce du défaut de paiement, Yangcheng a transféré ses principaux actifs à 2 autres entités, et ce sans aucune exigence de remboursement. Il a fait plus tôt que prévu. Un professionnel du capital investissement s'est demandé pourquoi ces entreprises d'État n'étaient pas traitées d'une manière sur le marché, et pourquoi elles n'ont commencé à mettre l'accent sur le marché que lorsqu'il s'agit de rembourser ce qu'elles doivent. La crise de la dette de Yangcheng est un coup dur pour la situation financière de la Chine. Elle semble annoncer, entre autres, l'effondrement de la crédibilité nationale de la Chine. À la mi-novembre, la Banque centrale de Chine a versé plus de 120 milliards de dollars dans le cadre de l'opération de facilité de prêt à moyen terme. Cette opération devrait renforcer la confiance du marché obligataire national. Mais le même jour, la grande entreprise technologique chinoise Tsinghua Unigroup a fait défaut sur sa dette de placement privé suite au rejet de sa demande de prolongation. Tsinghua Unigroup est détenue par les dirigeants du régime chinois et est contrôlée par l'université de Tsinghua. Elle a même eu la prétention de racheter la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, le fabricant de semi-conducteurs le plus précieux au monde. Aujourd'hui, il fait face à une dette de 190 millions de dollars. Les sociétés immobilières sont également touchées. Le groupe Fujian Fosheng s'est vu attribuer autrefois le titre de prédateur immobilier sur la liste des riches groupes de Chine, mais aujourd'hui, il est incapable de rembourser 90 millions de dollars de dettes. Son défaut de paiement a été annoncé jeudi 19. Immédiatement après, la note de crédit principale du groupe et la note de crédit des obligations qui y sont liées ont immédiatement chuté de A+ à C. Bloomberg Businessweek a récemment résumé la situation dans un commentaire, notant que si 2018 était l'année où le secteur privé chinois commençait à s'effondrer, 2020 serait marqué par une série de défaillances parmi les entreprises publiques du pays. Et de nouvelles informations sur le taux de mortalité des patients atteints du virus à Wuhan ont été mises en lumière grâce à un scientifique de renom en Chine, ce qui remet une fois de plus en question le bilan officiel des décès en Chine. Don Ma, notre correspondant de NTD, nous en dit plus. Vendredi 20, le scientifique principal Zhong Nanshan de la Commission nationale chinoise de la santé a révélé de nouveaux chiffres sur la propagation du virus dans l'épicentre de l'épidémie, à Wuhan. Il a déclaré qu'au plus fort de la pandémie, le taux de mortalité des patients gravement malades dans la ville était de 40%. L'Organisation mondiale de la santé a publié une statistique similaire sur le taux de mortalité des patients gravement atteints dans le monde. Comme pour les données de Wuhan, il est d'environ 50%.
Cependant, Zhong a expliqué que le taux national de mortalité des patients atteints de maladies graves dans toute la Chine n'est que de 1,4 à 4,5%. Ce chiffre ne représenterait qu'un dixième du taux à Wuhan et dans le reste du monde. Cela soulève la question suivante. Comment un virus peut-il avoir des taux de mortalité si radicalement différents, de 40 à 50% à Wuhan et en dehors de la Chine, contre 1 à 5% ailleurs en Chine? Ce n'est pas la première fois que l'on se pose des questions sur le nombre de décès dus au virus en Chine. Si l'on considère le nombre d'urnes provenant des funérariums de Wuhan il y a quelques mois, on estime que le nombre réel de décès dans la ville est au moins 10 fois plus élevé que ce qui est officiellement rapporté. Au plus fort de la pandémie en mars, les familles de ceux qui sont morts du virus ont été autorisées à récupérer les restes de leurs proches dans les crématoriums. Des photos de longues files d'attente devant un funérarium de Wuhan ont été diffusées sur les réseaux sociaux chinois. Selon le magazine financier chinois Caixin, des camions ont livré environ 5000 urnes en 2 jours à un seul funérarium de la ville. Il y en a au total 8 à Wuhan. Malgré ces rapports, les autorités n'ont fait état que de plus de 2000 décès dans la ville à l'époque. En février, le média partenaire de NTD, The Epoch Times, a fait une enquête sous couverture sur le véritable bilan de la pandémie en Chine. Après avoir téléphoné à plusieurs établissements funéraires de Wuhan, l'un d'entre eux a confirmé que son crématorium utilisait 20 fours pour incinérer les corps 24 heures sur 24. L'augmentation soudaine des admissions suggère que plus de personnes sont mortes du virus du Parti communiste chinois que ce qui est officiellement rapporté. Un employé d'un autre funérarium a déclaré à Epoch Times qu'à l'époque, ils avaient besoin d'au moins 100 sacs mortuaires par jour. Dans un autre cas, un document obtenu par NTD en mars et qui a fait l'objet d'une fuite montre qu'il y avait un nombre de cas plus de 20 fois supérieur à ce que le Parti communiste chinois a officiellement rapporté. Le document est un résumé statistique des cas de chaque district, tel que reçu par la Commission municipale de santé de Wuhan. Il montre qu'un jour du mois de mars, 90 personnes ont été testées positives, mais les données publiées ne font état que de 4 cas, soit environ 22 fois moins que le nombre réel. Nous nous tournons maintenant vers le détenteur chinois d'une green card américaine nommée Li Yi. Il affirme que la Chine précipite l'Amérique vers la mort, ce dont il se dit satisfait. Pourtant, Li Yi a obtenu son doctorat en sociologie à l'Université de l'Illinois, une université américaine. Et il se présente toujours comme un sociologue américain, à en juger par son profil sur l'application de messagerie chinoise Weibo. En même temps, Yi est un membre bien connu de l'armée chinoise des 50 Cent, aussi appelé Wumao. Cela fait référence à un groupe d'internautes rémunérés par le régime pour diffuser de la propagande et promouvoir les récits du Parti communiste chinois sur les réseaux sociaux. Souvent surnommé troll de l'Internet, ce groupe lutte contre ce qu'il considère comme étant les ennemis de Pékin. Les États-Unis sont l'une de ses principales cibles. Ce surnom peu commun vient du fait que le régime payait 50 centimes pour chaque publication en ligne. Ce montant a récemment été porté à 70 centimes par poste. Mais malgré son statut de membre de l'armée des 50 centimes, Li ne gagne pas sa vie grâce à ses publications. Au lieu de cela, il publie des livres et fait des discours en tant que professionnel. Lors d'un discours le mois dernier dans la ville de Shenzhen, il a déclaré qu'en Chine, seulement 4000 personnes sont mortes à cause du virus du PCC. Il a ajouté que si l'on ajoute à cela un chiffre si bas, c'est presque comme si personne n'était mort. Il a ensuite montré du doigt le public et s'est demandé pourquoi tant de gens portaient encore des masques. Il a alors commencé à rire. Le régime chinois est connu pour ne pas avoir suffisamment signalé le taux de mortalité lié à la pandémie en Chine. Il a utilisé ces chiffres officiels prétendument bas pour se féliciter de sa gestion du virus. Mais tout le monde en Chine n'a pas adhéré à ces affirmations. Beaucoup prennent encore des mesures de sécurité préventive. Au cours de son discours, M. Li a ajouté que les États-Unis vont mourir et que la Chine les aura conduits à la tombe. Li Yi est devenu célèbre en Chine grâce à sa position ferme sur Taïwan. Il dit que Pékin devrait réunir l'île démocratique avec la Chine continentale en utilisant sa force militaire. L'année dernière, il a été expulsé de Taïwan lors d'un séjour où il déclarait faire du tourisme. Mais on a découvert par la suite qu'il avait en réalité l'intention d'y prononcer un discours politique. Au cours de la procédure d'expulsion, on a découvert qu'il était également titulaire d'un titre de séjour américain.
Nous nous penchons maintenant sur un grave accident de la circulation dans le nord de la Chine qui a eu lieu mardi matin. Un grave accident de la circulation a été signalé à 7 heures sur l'autoroute de la ville de Tongchuan dans la province du Shanxi. Plus de 40 véhicules sont entrés en collision, dont un camion-citerne de méthanol de 34 tonnes. Plus de 10 véhicules ont pris feu. 3 heures plus tard, les flammes étaient éteintes. Au moins 3 morts et 6 blessés ont été signalés. Joshua Wong, un éminent défenseur de la démocratie à Hong Kong, et 2 autres militants ont été déclarés coupables à des accusations liées aux manifestations anti-gouvernementales de l'année dernière. Wong risque jusqu'à 5 ans de prison. Joshua Wong, Agnes Chow et Ivan Lam ont comparu au tribunal lundi. Après avoir été déclarés coupables à des accusations de rassemblement illégal l'année dernière, ils ont été placés en détention. Le rassemblement en question a eu lieu près du quartier général de la police de la ville en juin dernier. Wong n'était pas une figure de proue des protestations de l'année dernière, mais sa carrière de militant depuis le mouvement des parapluies de 2014 a attisé la colère de Pékin. Il encourt jusqu'à 5 ans de prison. Wong s'est exprimé sur sa situation avant d'entrer au tribunal. Perhaps the authorities wish me to stay in prison, but I'm persuaded neither prison bars, nor election bans, nor any other arbitrary power will stop us from activism. Les arrestations répétées des militants ont suscité des critiques de la part des pays occidentaux qui ont déclaré que la Chine n'avait pas tenu sa promesse d'accorder à Hong Kong un degré élevé d'autonomie après la rétrocession du Royaume-Uni en 1997. Le Royaume-Uni a annoncé lundi 23 qu'il pourrait retirer ses juges de la plus haute cour de Hong Kong. La présence de juges étrangers à Hong Kong est inscrite dans sa loi fondamentale. Elle garantit les libertés de la ville sous la domination chinoise. Le quotidien chinois China Daily a donné des millions de dollars aux médias américains pour diffuser du contenu pro-Pékin. C'est ce qui a été communiqué au ministère de la Justice américaine la semaine dernière. D'après ces informations, le China Daily a payé 340 000 dollars au Los Angeles Times pour des publications entre mai et octobre de cette année, 85 000 dollars au Wall Street Journal et 100 000 dollars au Foreign Policy Magazine. Le China Daily a également payé plus d'1 million de dollars en frais d'impression, dont 110 000 dollars au Los Angeles Times, 92 000 dollars au Houston Chronicle et 76 000 dollars au Boston Globe. La loi sur l'enregistrement des agents étrangers, ou FARA, exige que les agents et les points de vente représentant des gouvernements étrangers divulguent leurs relations avec ces établissements. Ils sont également tenus de divulguer des informations concernant les activités et les finances liées à ces établissements aux États-Unis. Selon le dossier du FARA, le China Daily a dépensé plus de 4 millions de dollars en publicité, impression et distribution au cours des 6 derniers mois. Le China Daily a dépensé des millions au cours des dernières années pour la publication de suppléments appelés China Watch, de la propagande déguisée en information. Ceux-ci sont insérés dans les principaux médias américains. Des universitaires ont déclaré dans un rapport de 2018 qu'il est difficile de dire que ces suppléments sont des publicités. Le China Daily a l'habitude de dépenser des millions pour diffuser ses articles dans les médias américains. Selon des dossiers antérieurs du ministère de la Justice, China Daily a versé plus de 4 millions de dollars au Washington Post et près de 6 millions de dollars au Wall Street Journal depuis novembre 2016. Il a également versé 50 000 dollars au New York Times en 2018. Le Washington Post et le New York Times ont cessé de publier de tels articles au début de l'année. Les autres organes de presse n'ont pas répondu à la demande de commentaires. 3 pays ont rejoint le Clean Network, ce qui fait que le nombre total de pays membres dépasse aujourd'hui les 50. Le Clean Network est une initiative des États-Unis qui consiste à expulser les entreprises technologiques chinoises des réseaux 5G du monde entier. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a annoncé dimanche dernier que le Brésil, l'Équateur et la République dominicaine ont rejoint le Clean Network. L'initiative de l'administration Trump vise à protéger la vie privée des citoyens et les informations sensibles des entreprises contre les intrusions agressives. Sur son site web officiel, il est dit qu'elle vise à contrer le Parti communiste chinois. L'un de ses objectifs les plus importants est d'exclure les entreprises technologiques chinoises telles que Huawei des réseaux 5G du monde. Pompeo a tweeté que 53 pays propres, 180 entreprises de télécommunications propres et des dizaines d'entreprises de grande envergure ont rejoint la course vers un réseau 5G de confiance. Il a ajouté qu'il représente les 2/3 du PIB mondial. L'initiative a été lancée en avril dernier. Elle s'est ensuite étendue pour inclure Clean Carrier, Clean Store, Clean Apps, Clean Cloud et Clean Cable. Certaines des plus grandes entreprises de télécommunications du monde sont devenues des opérateurs de télécommunications propres, comme Jio en Inde et O2 au Royaume-Uni.
Le Venezuela et la Chine ont établi des relations diplomatiques en 1974. Depuis 2001, la Chine a défini le Venezuela comme un partenaire stratégique. Les relations entre les deux pays sont devenues de plus en plus significatives au cours du mandat de l'ancien président du PCC, Hu Jintao. Selon Hu, Chavez serait un vieil ami du peuple chinois et aurait considérablement contribué à la relation entre les deux pays. Il a fait référence à l'ancien président vénézuélien Chavez, un socialiste enthousiaste et d'une certaine manière un grand fan de la Chine. Son affection unique pour la Chine a fait de lui un invité fréquent des médias chinois. Chavez n'a jamais hésité à faire l'éloge de la Chine, tout autant qu'il critiquait les États-Unis par des phrases telles que « l'empire des États-Unis est dans ses dernières heures ». Selon les données d'un think tank basé à Washington, le Centre international d'études stratégiques, la Chine a accordé 62 milliards de dollars de prêts au Venezuela depuis 2008, ce qui représente 53% du total des prêts de la Chine à la région de l'Amérique latine. En plus du développement énergétique et de la construction d'infrastructures, la vente d'armes par la Chine au Venezuela a également connu une croissance très rapide. Les exportations d'armes de la Chine vers le Venezuela représentent près de 88% du total des exportations d'armes en Amérique latine au cours de la dernière décennie. Cela a fait du Venezuela le premier importateur d'armes de la Chine. Le Venezuela a répondu à l'amabilité de la Chine. En décembre 2004, il a annoncé sa reconnaissance de la Chine en tant qu'économie de marché autonome. En 2017, les États-Unis ont officiellement rejeté la demande de la Chine d'obtenir le statut d'économie de marché autonome auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Le successeur de Chavez, Maduro, a également hérité de cette amabilité. En 2018, les deux pays ont signé un mémorandum pour promouvoir ensemble l'initiative du projet Ceinture et Route. Selon l'agence de presse Xinhua, qui est l'un des médias du PCC, au début de l'année, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, M. Areaza, s'est rendu en Chine et a fait l'éloge de l'administration Xi, affirmant que Pékin est en train de devenir un modèle de multilatéralisme et de coopération internationale dans lequel tout le monde est gagnant. En juillet dernier, le gouvernement vénézuélien a publié un communiqué en faveur de la loi de sécurité nationale imposée à Hong Kong par Xi Jinping. Le document déclare son opposition à toute interférence avec la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine. Depuis plus de 10 ans, le Venezuela est le plus grand bénéficiaire de prêts d'État chinois en Amérique latine. La descente du Venezuela dans la crise économique et l'aggravation des troubles politiques ces dernières années ont inquiété Pékin. Cela a mis en doute la capacité du Venezuela à payer la dette de la Chine, surtout avec la chute spectaculaire des prix internationaux du pétrole. Même en période de crise, le gouvernement chinois a exprimé son soutien à Maduro. Le vice-président américain Mike Pence a déclaré que la lutte au Venezuela est entre la dictature et la démocratie. Maduro est un dictateur qui n'a aucune revendication légitime de pouvoir et qui doit partir. Pékin a déclaré qu'il était en communication étroite avec toutes ses parties. Juan Guaido, un homme politique vénézuélien, a déclaré au South China Morning Post en février dernier sa promesse que le gouvernement vénézuélien respecterait tous les accords signés avec la Chine. Certains observateurs affirment que cela suggère que les principales préoccupations de la Chine sont d'ordre économique et non politique. Matt Ferchen, spécialiste des relations politico-économiques de la Chine au Carnegie Tsinghua Center, estime que les relations agitées entre la Chine et le Venezuela sont la conséquence des hypothèses erronées de Pékin sur ses prises de risque dans ses accords de prêt pour le pétrole. Et la Chine n'est toujours pas disposée à admettre ses erreurs de prévision ni à en tirer les leçons. Il a également déclaré que Pékin refuse de reconnaître le rôle que ses prêts et son soutien diplomatique ont joué dans la détérioration progressive du Venezuela. Regard sur la Chine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre présence et votre soutien. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à diffuser une information non censurée sur la Chine et à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.